C'est parti, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue, merci d'être présent dans cette présentation d'ouverture du nouveau projet de documentation des inondations qui va donc courir pour l'année 2024 au Québec et dans lequel vous pourriez être amené à participer. Donc, merci pour votre participation. Désolé par avance pour l'enjeu de conflit d'horaire qu'il y a eu avec un autre événement qu'on organise au ROBVQ. Donc, ce n'est pas les mêmes publics cibles. Et l'intégralité des deux présentations sont enregistrées, donc dans le pire des cas, vous pourrez toujours visionner le contenu des discussions de la rencontre avec les directeurs généraux et les administrateurs. Donc c'est ça, aujourd'hui on va présenter ce projet de documentation. On a avec nous deux représentants du ministère de la Sécurité publique, donc Jean-Philippe Berry-Boyer qui va nous faire une présentation et Sandra Garneau, qui vont donc présenter un petit peu les tenants et les aboutissants du projet, la manière dont on va procéder, puisqu'il y a peut-être quelques spécificités, quelques distinctions à faire vis-à-vis du précédent projet de documentation qui s'est terminé en 2021 et dont plusieurs d'entre vous ont participé activement. Donc, c'est ça, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Philippe afin qu'il puisse rentrer un petit peu plus dans les détails. Bonne présentation. Oui, merci beaucoup, Jérémy. Bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous aujourd'hui. Petite présentation aujourd'hui d'environ 1 heure. On ne devrait pas dépasser. Là. En fait, on ne souhaite pas dépasser. Donc, ça inclut une paire de questions qu'on va tenter de rester la plus longue, la plus ample possible là, pour répondre à vos questions s'il y a lieu. Je vais débuter en me présentant, puis je vais laisser ma collègue se présenter aussi. Là. Donc, comme Jérémy le disait, Jean-Philippe Berry-Boyer, je suis conseiller en gestion de risque dans l'équipe inondation au niveau du MSP. On travaille, moi et Sandra, dans la direction prévention, planification centrale à Québec. On porte différents chapeaux, mais un de nos chapeaux, entre autres, c'est le mandat de documentation des inondations au MSP. Donc, aujourd'hui, on vient faire en quelque sorte une rencontre qu'on dit d'information. On hésitait, formation, information. C'est une rencontre davantage d'information. Le volet formatif, vous l'avez dans la vidéo là, qui a été rendue disponible. Là, on avait la chance d'avoir déjà beaucoup de matériel qui avait été fait là, de formation qui est encore utilisable. Donc, on a donc mis à profit ce matériel-là. Aujourd'hui, on vient ajouter de l'information complémentaire là, autour de cette formation-là par rapport au mandat, au contrat qui a été octroyé au ROBVQ et en partenariat avec son réseau là, pour la documentation des inondations au Québec. Donc, voilà. Sandra, veux-tu te présenter? Bonjour, Sandra Garneau, conseillère en gestion des risques, donc dans la même équipe que Jean-Philippe. Je suis arrivée au ministère de la Sécurité publique là, il y a tout juste 1 an, puis je débute avec ce mandat-là, entre autres. Alors, on se reparlera au cours de la rencontre. Merci beaucoup. Donc, voilà, on démarre avec juste un petit plan de présentation pour regarder où on s'en va. Ben, le mot bienvenue, c'est fait. Là. Mise en contexte, objectif du mandat. On va commencer avec ça. On va mettre les bases de pourquoi on fait ça, qui fait ça, pour quelles raisons. On va tomber ensuite plus spécialement là, dans les critères de déploiement. Qu'est-ce qui fait qu'on le déploie, mais aussi comment on fait pour voir comment on fait pour appliquer ces critères-là dans nos outils. On va regarder ensuite le processus de déploiement. De façon générale, avec le point de vue, bien entendu, du ROBVQ et des OBV, donc le mandat de marquage. On va regarder les modalités d'accès aux données. Ensuite de ça, on va regarder rapidement, on va faire le tour du guide de documentation des inondations. Juste un survol, juste pour mettre l'accent sur certains points importants, sachant que vous y avez accès, puis vous êtes encouragé à le lire, bien sûr. Puis après, on va se laisser un maximum de temps pour une période de questions. Donc, voilà. Là, vous voyez ça. OK. Donc, mise en contexte du mandat et ses objectifs. Comme le disait Jérémy, ce n'est pas le premier projet de documentation des inondations. Il y a une grosse différence par rapport au projet antérieur. Donc, je rappelle, tous les travaux de documentation des inondations en partenariat avec le réseau depuis 2017 ont été faits dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, ce n'est pas du tout le même paradigme, là, vous allez le comprendre. Donc, c'est un projet de recherche qui s'appelle Documentation des inondations au Québec, qui a duré entre 2017 et 2021-2022. Un projet qui était mené par l'Université Laval, plus concrètement, M. Morse, Brian Morse, là, professeur maintenant à la retraite, en partenariat, comme je le disais, avec le RBVQ et les OBV. Donc, sur
sûrement que beaucoup d'entre vous ont participé de près ou de loin à ce mandat-là, soit en contribuant, soit en allant sur le terrain récolter des points. Donc, l'objectif de ce contrat de recherche, c'est de réfléchir sur les données, les méthodes, les procédures de documentation des inondations. Et ce qui a été retenu comme façon de faire, eh bien, c'est les délaissés de crues, c'est les marques physiques que laisse une crue. Et ça a été vraiment, nous, la voie qu'on a prise là, pour la documentation des inondations. Puis c'est ce qu'on fait depuis. C'est un projet, donc, c'est ça qui est un projet de recherche qui est terminé. Pendant toute la durée du projet de recherche, il y a plus de 1000 niveaux d'eau qui ont été récoltés par les OBV sur le terrain un peu partout au Québec. 2 inondations historiques. La première en 2017, ça a commencé sur les chapeaux de roue, le projet, on s'entend. Ensuite de ça, une seconde en 2019. En 2019, c'était déjà moi qui étais responsable du déploiement là, des OBV. J'arrivais au ministère, ça a été tout un défi là, comme saison. Mais on y est arrivé, on a récolté plusieurs centaines de marques. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le projet de recherche. Maintenant, le projet de recherche a terminé. On a eu des acquis, on a eu des livrables, on a eu un processus qui était réfléchi, qui avait été éprouvé sur le terrain. Et là, nous, on a travaillé au MSP à le mettre en forme dans un contexte d'appel d'offres public. Parce qu'on se rappelle, au gouvernement, on est tenu de faire des appels d'offres, on a des règles à respecter dans ce contexte-là. Donc, nous, on devait prendre ce qu'on avait appris du projet de recherche puis en développer un appel d'offres, ce qui a été fait, et pour octroyer un contrat de service professionnel pour le marquage des niveaux d'eau, mais aussi pour l'arpentage. Aujourd'hui, on s'intéresse au marquage, on est avec vous. Donc, c'est le RBVQ qui a obtenu ce contrat de service-là, un contrat de service qui s'étire sur 18 mois, si je ne me trompe pas, 18 mois, oui. Donc de 22 à 24, un mandat en vigueur du 21 décembre 2022, qui est la signature du contrat, jusqu'au 30 juin de l'année prochaine, en 2024. Donc, ça, c'est la durée du contrat là, en vigueur. Donc, changement de paradigme, on part d'un contrat de recherche à vraiment une offre de service là, gouvernementale là, sous la forme de mandat et avec un mandataire. Mise en contexte des objectifs. Il faut comprendre que le mandat de documentation des inondations, autant dans le projet de recherche que dans le nouveau contrat de service, c'est un mandat qui est réalisé dans le cadre de la mission du MSP. Donc, je rappelle, nous, notre priorité au MSP, notre mission, notre mantra, la sécurité des personnes et des biens et des infrastructures essentielles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, le mandat de documentation, tel qu'on le met en œuvre, n'est pas un mandat gouvernemental. Nous, on arrive avec cette façon de faire-là qu'on a développée dans le cadre de notre partenariat avec vous, puis on répand la bonne nouvelle sur les délaissés de crues, sur comment ça peut être utile. Pour l'instant, dans l'ordre des choses, c'est un mandat qui demeure, dans le cadre de ce contrat, un mandat MSP. Puis pourquoi c'est important? Parce que ça teinte par défaut les critères de déploiement, ça teinte nos objectifs. C'est des objectifs qui, par définition, doivent rentrer dans notre mission en tant que ministère, qui n'est pas nécessairement un ministère, toutefois, qui n'est pas exemple intégré au plan de protection là, comme étant vraiment un outil transversal de documentation. Mais on a bon espoir qu'on va y arriver. Puis la meilleure façon, selon nous, d'y arriver, c'est d'avoir de la donnée au rendez-vous puis de montrer que ça fonctionne puis que c'est utile. Donc, voilà. Donc, par le fait que c'est notre mission, le mandat découle de notre mission, eh bien, on documente des objets bien précis, des choses bien précises. Je rappelle, on documente les inondations en lien avec des enjeux de sécurité civile. Donc, c'est ça qui oriente toutes nos actions. Et ce qu'on documente, bien, vous le savez sûrement, c'est des niveaux d'eau en priorité. Des niveaux maximum même en priorité, mais c'est aussi les conséquences et les impacts associés à ces inondations-là, sous forme de photos puis de descriptifs, mais beaucoup de photos d'impact. Et accessoirement, un autre élément qu'on souhaite documenter, c'est les embarques de glace. Mais de toute façon, la typologie, on va y revenir tout à l'heure. Là, je vois des petites questions en temps réel. Là. Oui, les documents là, pour le projet de recherche pourraient être rendus disponibles. Là, je ne vois pas de problème. Parfait. OK. Critères de déploiement. Rappelez un peu là, comment on fonctionne là, dans le mandat, mais au MSP plus largement. Le MSP, dans le cadre du mandat, mais c'est notre mission aussi, on est responsable d'assurer une veille hydrométéorologique et un suivi des conséquences partout dans la province. Pour ça, on a des partenaires, beaucoup de partenaires, ce qu'on appelle les partenaires de sécurité civile, et on a des outils. Donc, on a des partenaires gouvernementaux, que ce soit les autres ministères, la Croix-Rouge, Urgence Québec, name it, il y en a beaucoup, qui nous accompagnent. On a les directions régionales du MSP qui sont partout en région, un peu partout au Québec. Il y en a 11. Donc, on est vraiment
partout sur le territoire, à part dans l'extrême nord. Nos partenaires principaux en sécurité civile, c'est les municipalités. C'est notre principale clientèle et notre principal partenaire. Et les directions régionales, ils ont un contact étroit avec eux avant, pendant, après un sinistre. Donc, on est plugué, entre guillemets, directement avec les municipalités. On a des structures et des outils internes qui nous permettent d'assurer cette veille-là. Je vous épargne les détails, mais au fil des années, on s'est bien équipé pour être en mesure que l'information qui vient des municipalités remonte par les directions régionales et dans des outils de compilation qui nous permettent d'assurer un suivi dans toutes les municipalités du Québec, là, en temps réel, entre guillemets, là, dans le sens qu'il y a un délai, bien entendu, mais les outils permettent d'avoir de la donnée qui rentre très rapidement par rapport aux conséquences avérées sur le territoire. Et l'autre façon aussi par rapport à la documentation, c'est d'avoir de la rétroaction de notre mandataire. Historiquement, les OBV, vous étiez invités à nous signifier si vous voyez d'autres zones qui auraient pu échapper au MSP. Donc, ça aussi, c'est une façon d'obtenir de l'information. Toutefois, je dis à se préciser que c'est non obligatoire, dans le sens que le MSP est responsable de la veille. Dans le cadre de notre appel d'offres et notre contrat, il était impensable de mettre la responsabilité au niveau des OBV puis on va dire, de l'encadrer contractuellement. Donc, pour vous, ce n'est pas une responsabilité. Vous n'êtes pas tenu d'assurer une veille des conséquences. Mais si jamais, en vous déplaçant sur le territoire ou via vos relations, votre travail, vous voyez des choses, bien, on est intéressé, bien entendu, à avoir cette information-là pour compléter notre veille et potentiellement autoriser des déploiements là, dans ces secteurs-là supplémentaires ou additionnels. Voilà. Donc, on va tomber dans le vif du sujet. Critères de déploiement. Qu'est-ce qui fait qu'on déploie? Donc, un déploiement est enclenché lorsqu'on a des conséquences avérées. Bon, il y a une différence, nous, dans notre jargon, conséquences potentielles puis avérées. Avérées, par définition, c'est les conséquences qui ont été validées. Et nous, c'est validation, 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 ont été validées plus qu'une fois, dans le sens qu'on les a vues dans nos outils. Nous, on fait des vérifications avec les municipalités et les directions régionales pour s'assurer que ce qu'on voit arriver dans les outils, c'est bel et bien la réalité. Puis c'est à partir de ces conséquences-là que nous, on fait des déploiements effectifs. Donc, nous, s'il y a des rétroactions venant du mandataire, bien, on fait le processus. OK, on a de l'information comme de quoi à Saint-Machin, on a des conséquences. Bien, on va retourner voir notre direction régionale, on va retourner voir la municipalité, puis on va s'assurer la validation de ces données-là avant de déployer. Donc, ça, c'est nos façons de faire. En termes de critères, les conséquences qui constituent des critères de déploiement, bien, ça tient en 2 lignes. Mais vous allez voir, il y a une complexité quand même, là. Ce sont notre principal focus, les résidences principales inondées. Résidences principales à l'opposition à des résidences secondaires, des chalets. On va y venir tout à l'heure. Donc, nous, on couvre l'ensemble du Québec avec ce contrat-là. C'est partout, là, finalement. On s'est quand même donné certains critères de déploiement minimum. Puis ce critère-là, on vous l'adresse aujourd'hui. On parle de 3 résidences principales ou plus dans un même secteur. Puis là, la définition de secteur, là, on ne souhaite pas trop s'avancer là-dessus, dans le sens que ça dépend. Là, un secteur, est-ce que c'est un bassin versant? Bien, pour vous, votre secteur d'intervention, c'est le bassin versant à l'échelle des OBV. Nous, le bassin versant n'est pas nécessairement un secteur en soi. Là, ça peut être plus petit que ça. Donc, demeure que nous, s'il y a une résidence permanente qui est éloignée, qui a un problème, en ligne des inondations, pour nous, ce n'est pas nécessairement justifié de déployer et d'engendrer des frais quand même importants, on va se le dire, pour une seule résidence. Donc, on s'est donné ce barème-là de 3 résidences et plus. Et l'autre volet, ce sont toutes les infrastructures essentielles affectées. Et là, les infrastructures essentielles, je ne vous donne pas de liste aujourd'hui parce que la liste est longue, mais vous comprenez qu'il y a des exemples clairs comme des prises d'eau potable, des réseaux aqueducs égouts, des sites Hydro-Québec, électricité, tours de communication. Donc, il y en a plusieurs, on a une grande liste. Et ça, nous, dans notre veille, on ne regarde pas seulement les habitations, on regarde l'ensemble de ces structures-là. Donc, on pourrait être amené à se déployer là, pour une infrastructure sans qu'il y ait nécessairement de résidence inondée. Voilà. Des petits veuillez noter que, parce que comme je vous le disais, il y a quand même une complexité. Premièrement, je le disais, les résidences secondaires, les chalets, ne sont pas considérés dans le cadre du mandat, pas considérés comme des habitations permanentes essentielles.
Donc, ça, c'est une particularité. Donc, si un secteur avec seulement des chalets, pour nous, ce n'est pas éligible à un déploiement. Toutefois, bon, quand il y a l'habitation mixte, un mélange des deux, bien là, par définition, on va documenter là où il y a des chalets. Ce n'est pas un enjeu. Ensuite de ça, ça, c'est un point important. La documentation des inondations qui affectent uniquement le réseau routier et qui occasionnent des pertes d'accès. Exemple, j'ai un chemin une route qui est inondée et j'ai un secteur complet qui est donc coupé en termes d'accès routier, mais que les maisons ne sont pas nécessairement inondées, sont juste inaccessibles. Eh bien, ce type d'inondation-là est évalué au cas par cas. Pourquoi? Parce que si on déployait à chaque fois au Québec un chemin inondé, on ne ferait que ça, tout le temps. C'est une réalité là, où il y a beaucoup, beaucoup de chemins au Québec, beaucoup, beaucoup de routes, qu'elles soient privées ou publiques ou même provinciales, qui peuvent être affectées annuellement et de façon récurrente par les inondations, qui engendrent ce qu'on appelle, nous, dans les outils, des résidences isolées. Donc, on les voit popper sur le territoire. Mais que la charge de travail pour documenter les réseaux routiers, à chaque fois qu'ils sont coupés, elle serait immense. Puis pour l'instant, ça ne rentre pas dans la portée du mandat. Mais quand je dis qu'ils sont évalués au cas par cas, c'est ce que je veux dire, c'est si l'ampleur des conséquences de cet isolement-là est important, est très grand, bien là, on évalue. Je donne l'exemple au niveau de la municipalité de Parent, là, il y a un an, l'année passée ou l'année suivante, ça se confond dans ma tête. Bref, il y a tout le lien entre la Haute-Mauricie et l'Abitibi qui a été coupé. Après réflexion, il n'y a pas eu de déploiement dans ce secteur-là, je me rappelle bien. On était plus ou moins attachés. On était en transition entre le contrat de recherche et le contrat. Non, il n'y a pas eu de déploiement qui a eu lieu, mais il y aurait dû en avoir. Et pour moi, pour nous, c'est vraiment des exemples concrets où là, les conséquences d'une coupure du réseau routier sont importantes. On ne parle pas de quelques habitations, on parle de secteur entier. Et là, pour nous, là, il y aura lieu de déployer là, pour documenter sur la route l'inondation. En espérant que c'est clair, de toute façon, on va prendre des questions là, bientôt. Et finalement, autre point, les critères de déploiement qu'on vous présente là sont sujets à modulation. Sujet à modulation en fonction de l'envergure de déploiement. C'est-à-dire que 3 résidences et plus, ça nous apparaît raisonnable, hein? C'est notre limite. Mais en 2019, si on avait fait ça, on aurait été en sous-capacité partout. On aurait eu beaucoup trop de déploiements en cours. En 2019, on était autour de 10 résidences. On avait monté la ligne parce que c'était historique, il y avait des inondations partout, puis il fallait choisir dans quel secteur on se déployait. Donc, c'est un exemple. Inondation historique, ça peut nous amener à monter nos critères. Les budgets disponibles, on se rappelle que c'est un contrat avec une enveloppe. Donc, c'est possible que l'enveloppe, les sous viennent à manquer. Fait que nous, on se réserve le droit quand même là, d'y aller en fonction des budgets disponibles. C'est notre réalité aussi. L'argent, c'est la réalité aussi. Et toute autre considération du MSP, là, je parle beaucoup avec des liens par rapport au réseau routier, la sécurité des personnes. On peut avoir des cas particuliers qu'on souhaiterait voir traités là, pour différentes raisons. Mais bon, ça, c'est des cas particuliers. Là. Sinon, on applique les critères là, qui ont été mentionnés plus haut. Ça va pour ça. Là, les critères en soi, je ne sais pas, Sandra, les critères en soi, c'est quand même complexe. Peut-être qu'on pourrait prendre un peu de questions tout de suite Oui. pour être sûr que ça ne se perde pas. Fait que moi, on serait disposé pour des questions maintenant si vous avez des questions par rapport aux critères. C'est des questions. Pas de questions? Jérémy, tu es plus habitué de faire de l'animation Zoom? Non, mais là, il n'y a rien? D'accord. Ben, sachez que s'il y a des questions à la fin, n'hésitez pas. Il va y avoir une période aussi pour ça à ce moment-là. Par contre, si je peux me permettre, pour rebondir sur la question de Rebecca en ce qui concerne les données de documentation, tu me corriges, Jean-Philippe, là. Mais les données qui ont été produites, elles doivent être poussées sur Données Québec, c'est ça? J'ai une diapo juste pour ça tantôt. Vole-moi pas mes poches. OK, bon, mais oui. En gros, on va vous parler un peu des modalités d'accès aux données puis de ce qu'on anticipe pour la suite, notre stratégie, finalement. Mais oui, on y arrive. Fait qu'on va tomber dans le processus. Sandra, donc je te laisse la parole pour le processus. Parfait. On vient de voir pourquoi est-ce que les déploiements sont
sont mises en branle. On va voir comment assez rapidement, en fait, parce que, bon, c'est une partie peut-être que vous connaissez aussi, certains d'entre vous ont participé au contrat de recherche. Maintenant, dans le cadre du mandat, ben, comme Jean-Philippe vient de le dire, c'est toujours le ministère de la Sécurité publique qui assure la veille. Et lorsque il est considéré selon nos critères ou autres, que des conséquences suite à des conditions météo pourraient causer des inondations, bien, on envoie un avis de préparation. Donc, c'est le MSP qui envoie cet avis de préparation-là par courriel au ROBVQ et c'est ce dernier qui le relaie aux organismes de bassin versant. Donc, c'est à ce moment-là que une procédure de préparation est attendue. Et bon, ce n'est pas une étape qui est nécessairement obligatoire, mais elle est quand même assez nécessaire, étant donné que lorsque un avis de déploiement est envoyé, c'est-à-dire que lorsque on a vu venir des conséquences. Maintenant, les conséquences sont avérées, puis on lance officiellement le déploiement, encore par courriel du MSP ou au BVQ. Bien là, le déploiement est attendu. Et ce déploiement-là, pour poser les marques de crue, bien, on s'attend à ce qu'il débute au maximum 48 heures après l'avis de déploiement par courriel du MSP. Et c'est c'est ce qui déclenche le tout. 10 jours suivant l'avis de déploiement du MSP, le dossier de déploiement intermédiaire est attendu. Donc, je pense que peut-être est-ce qu'on le décrit un petit peu plus loin. Le dossier de déploiement intermédiaire, bien, c'est simplement, en fait, les marques de crue qui sont prises et entrées dans un tableur de documentation que Jean-Philippe va vous présenter tout à l'heure. Et on complète par les photos. Peut-être tu peux avancer la diapositive, Ouais, Jean-Philippe. excuse-moi, j'étais distrait, mais peut-être mentionner que pour tout ce qui est de la préparation, les avis de préparation, on prend ça bien au sérieux, dans le sens que c'est le bout le plus compliqué. On n'est pas dans les conséquences avérées. L'événement, ce n'est pas encore produit météorologique. Nous, au ministère, on anticipe des conséquences, puis c'est comme ça qu'on vous invite à vous préparer. Donc, ça se peut qu'il ne se passe rien, ça se peut qu'il se passe quelque chose. Donc, nous, on va tenter de le faire à chaque fois. Toutefois, on n'est pas à l'abri de surprises. C'est pas toujours si facile à ça que prévoir, là, les avis de préparation. Mais bon, sachez qu'on va essayer d'être à notre affaire là-dessus. Oui, c'est une étape à laquelle on tient à faire parce qu'effectivement, elle est importante. Ça vous permet, comme ça le dit, de vous préparer. Donc, là, rapidement, là, c'est juste un diagramme là, qui explique le processus de déploiement. Et on parle là, dans la vidéo que vous avez reçue pour la formation et dans l'annexe 3 de la documentation là, des stratégies de planification et de déploiement. Et bon, sachez que, qu'un avis de déploiement qui ne serait pas suivi c'est-à-dire un avis de préparation qui ne serait pas suivi d'un déploiement réel parce qu'il n'y aurait pas de conséquences, bien, ça mène quand même au paiement d'une marque de crue. Et dans la diapositive suivante, là, c'est vraiment le processus là, de déploiement lui-même. Encore là, un courriel qui est envoyé au BVQ, puis qui nécessite le début de la pause dans les 48 heures. C'est un court délai, mais ça évite vraiment de perdre les marques de crue sur le terrain. Les marques de crue qui représentent là, les hauteurs d'eau maximum. Bon, une fois sur le terrain, il pourrait y avoir des territoires supplémentaires où un marquage serait utile. Souvent, c'est vous qui le remarquez ou, étant donné qu'il y a des conséquences, quand vous arrivez sur le terrain, vous remarquez des conséquences sur les personnes et les biens essentiels. Encore là, on est dans la mission du ministère de la Sécurité publique. Vous pouvez à ce moment-là proposer des nouveaux territoires. Il faut absolument en aviser le ROBVQ qui en avise le MSP parce que c'est au MSP de déterminer s'il y a des territoires supplémentaires qui pourraient être proposés à être marqués ou non. Puis s'il y avait des territoires supplémentaires ou même si pendant le début de la pause, il y avait des territoires supplémentaires qui s'ajoutaient, mais ça constituerait un nouvel avis de déploiement. Puis on recommence à ce moment-là les délais. Là. On recommence un délai de 48 heures et un délai de 10 jours là, pour finalement fermer le dossier de déploiement intermédiaire.
Dans le processus de déploiement, c'est vraiment cette partie-là là, qui est, je pourrais dire, qui vous incombe, si on veut, là, parce que par la suite, le ROBVQ transmet le dossier de déploiement intermédiaire au ministère de la Sécurité publique. Toujours, en tout cas, il y a le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui est aussi impliqué dans la transmission des documents. Une fois que c'est validé, bien là, on commence le processus d'arpentage. Alors là, on a d'autres délais d'arpentage aussi. On essaie vraiment de raccourcir ces délais-là au maximum pour avoir des données prises sur le terrain qui sont le plus fiables possible. Donc, c'est ça, le dossier de déploiement intermédiaire, je pense qu'on va l'aborder un petit peu plus tard, puis c'est abordé dans les documents. C'est toute l'information collectée qui est constituée dans le tableur, un fichier Excel, ainsi que les photos. Ça fait le tour pour le processus de déploiement de marquage. Super. Bon, Jérémy avait commencé à en parler. Merci, Sandra. Jérémy avait commencé à en parler. Un petit mot sur la modalité d'accès aux données et où on s'en va avec ça. Le MSP, autant pour le mandat actuel que pour les données qui ont été prises par le passé dans le contrat de recherche, est propriétaire des données et des fichiers qui sont associés. Donc, pour les demandes actuellement, comme par le passé, on vous invite à court terme à référer au MSP, en l'occurrence moi. Vous pouvez centraliser les demandes là, directement chez moi. Donc, s'il y a des partenaires chez vous, des gens qui veulent utiliser la donnée, on est conscient que vous l'avez chez vous. Nous, on l'a à la fin avec les données de marquage, consolidées, validées, avec le rapport d'arpenteur, les photos associées. Donc, pour obtention de ces données-là, pour l'instant, passer par nous. Toutefois, le vrai objectif, et là, on se concentrait sur l'appel d'offres, sur la mise en place de la documentation dans un environnement gouvernemental, ministériel. Là, la prochaine étape pour nous, c'est de s'assurer que l'ensemble des données qui ont été récoltées par le passé et qui sont récoltées à partir de maintenant vont être déposées dans Données Québec, dans Données ouvertes. Un petit mot rapide sur la stratégie. On parle donc de données ponctuelles, hein, c'est des points associés avec des photos et des rapports d'arpentage. C'est ça la donnée, finalement, vous le savez. À court terme, la donnée ponctuelle et les rapports d'arpentage, on veut les rendre disponibles sur Données Québec. Toutefois, les photos, il y en a des milliers et on a comme une responsabilité de toutes les repasser aussi. Puis vous allez voir, on va en parler plus tard, la notion de pas de visage, pas de plaque, pas on va dire de confidentialité au niveau des photos. Nous, il faut s'assurer, avant de mettre la donnée en données ouvertes, qu'on n'a pas ce type de choses-là. Donc, les photos vont tarder un peu plus à suivre. Mais quand tout va être regardé, on va tout mettre ensemble, là. Donc, pour l'instant, on fait appel au MSP si on a des demandes d'accès à la donnée. C'est moi qui m'en charge directement avec les demandeurs. Et par la suite, toute personne voulant avoir accès vont avoir accès à ces données-là facilement via les données ouvertes. C'est les licences de Données Québec qui vont s'appliquer. Oui, Jérémy? Simplement, juste pour appuyer le point que tu as dit, là, en disant, vous êtes très, très certainement déjà en possession de données qui avaient été transmises au moment du marquage, mais ces données ne sont pas complètes. Il manque des choses et il manque notamment le rapport d'arpentage. Et ça, c'est vraiment les données qui seront publiées ultérieurement par le MSP. Exact. Les données complètes, en fait. Nous, la donnée XYZ, vous allez voir que le marqueur, là, celle qui reste à la fin là, du référent de la DLSC, du niveau, c'est la donnée arpentée. Tous les points GPS, tout ça, c'est les marques. Les marques, c'est pour permettre d'amener l'arpenteur jusqu'à la marque pour l'arpenter. Nous, on a fait un choix conscient d'avoir des arpentages géomètres, d'avoir le saut. Ça nous permet d'avoir une donnée validée, arpentée, avec une mention, là, un saut d'arpentage. C'est de la donnée qui serait potentiellement opposable. Donc, il y a plein de raisons pourquoi on décide de faire arpenter. Donc, c'est cette donnée-là à terme qui est rendue disponible. C'est clair pour ça? Pas de questions par rapport à l'accès aux données? C'est bon? Donc, je passerai maintenant un petit tour sur le guide, puis un petit commentaire par rapport là, aux commentaires, là, à savoir est-ce que les données, les résultats du contrat de recherche, du projet de recherche vont être rendus disponibles. Un des principaux livrables, c'était le guide et ses annexes.
Donc, ce que vous avez dans le cadre de l'appel d'offres, ce qui a été utilisé pour faire l'appel d'offres, puis donc qui vous est rendu disponible via le lien que Jérémy vous a partagé, le guide et ses annexes, c'est un des livrables les plus importants, ainsi que le tableur, là. Donc, ça a été de définir le quoi et le comment. Ça, c'est le principal livrable. Donc, ça, vous y avez déjà accès. Donc, nous, c'est un livrable du contrat de recherche en soi. Après, l'autre livrable, c'est les données également, là. Puis le reste, il y a des rapports associés aussi qu'on pourrait vous transférer, mais le gros des livrables, c'est ça. Je voulais juste qu'on passe rapidement le guide. Vous y avez accès, vous pouvez le lire, mais quand même, je veux qu'on le regarde rapidement là, pendant qu'on est ensemble et qu'on peut amener des questions. Donc, un petit point, le guide, c'est vraiment des lignes directrices. On le voit comme ça. Le guide qu'on a produit, on l'a produit dans un contexte d'appel d'offres. Donc, vous le voyez déjà dans la mise en contexte, on met en contexte l'idée que le ministère veut un mandataire pour déployer sur le terrain. Toutefois, à terme, on anticipe faire de ce guide-là un document plus stand-alone pour donner de l'information à toute personne qui voudrait faire de la documentation des inondations, que ce soit au Québec ou ailleurs. Donc, il y a aussi une volonté d'en faire des lignes directrices à large, là, qui n'est pas spécifique à un mandat donné, mais bien davantage de redonner à tous. Un petit point important, Jérémy Roch et plusieurs autres collaborateurs, dont les OBV, M. Morse à l'Université Laval, sont à la base de ces documents-là. Donc, ce n'est pas nous qui les avons écrits, là, on a contribué, mais c'est beaucoup. Fait que Jérémy, félicitations. C'est vraiment une utilisation concrète là, du travail dans le cadre du. Donc, c'est important de le dire, puis ça va rester jusqu'à la fin. On va même rajouter là, des contributeurs là, au fur et à mesure. Donc, c'est important de mentionner que ça vient du contrat. Tout ce qui est phase de déploiement, je le saute, on en a parlé. Je vais sauter directement à la typologie des observations. Donc, ça, c'est aussi des éléments que vous avez dans la formation, mais je le répète, ce qu'on veut mesurer, c'est les niveaux maximaux en priorité. Les niveaux actuels, lorsque disponibles ou lorsqu'on n'a pas accès à des niveaux maximaux, par exemple. Les embarques de glace, ainsi que les cicatrices glaciales et les murs de cisaillement. Les deux derniers, on les documente beaucoup pour avoir des niveaux. C'est notre façon, c'est un proxy pour déterminer un niveau. Fait que, c'est lié. La seule qui a une particularité là, en termes méthodologiques, on va le voir rapidement, c'est les embarques de glace. On ne la documente pas exactement de la même façon. Fait qu'on va le regarder. Vous l'avez vu aussi dans la formation, mais je vais le rappeler. Donc, tous ces éléments-là, ils figurent dans le tableur. Donc, un onglet par mesure. Et vous remarquerez que les blocs de glace, là, vous l'avez peut-être vu avant, là, ont été retirés. Ça, c'est un choix que le MSP a fait. On n'était pas aussi certain de cet objet-là que les autres dans ce qu'on veut aller chercher. Donc, en attendant, par précaution, on l'a retiré, puis on va continuer la réflexion puis le rajouter lorsqu'on va être plus avancé là, sur ce qu'on souhaite obtenir là, par rapport à ça. Donc, un petit tour rapidement des principes et méthodes générales. Donc, les principes qui s'appliquent à tout type de mesure. Il y a trois notions lorsqu'on pose des marqueurs qui sont importantes, puis je vais passer rapidement, mais je le rappelle, c'est l'accessibilité. On se rappelle, on pose des marques pour qu'elles soient arpentées. Donc, si c'est impossible de s'y rendre, là, si vous avez fait de l'escalade pour vous y rendre, ben là, ça va être difficile de le faire arpenter. La durabilité dans le temps. On essaie de raccourcir les délais entre le marquage et l'arpentage, mais il y a toujours un délai qui existe. Donc, c'est important qu'elle soit durable. Puis, plus elle est durable, mieux c'est, parce que si elle est durable l'année d'après, mais ça nous fait un référentiel supplémentaire. Et être représentatif. Représentatif des niveaux d'eau local, représentatif, éviter les perturbations. L'exemple que je donne tout le temps, là, c'est un marqueur dans un bâtiment. Ça, c'est un exemple de niveau non représentatif. Donc, j'ai un niveau. Le citoyen me dit, regardez dans mon garage, là, on rentre dans le garage, là, ça a monté jusque-là, puis là, je pose un marqueur dans le garage. Non seulement ce n'est pas accessible, mais en plus, la différence entre le niveau d'eau à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur, c'est un bon exemple de billet. Hein? Ce n'est pas nécessairement le même. Donc, c'est un exemple de marque non représentative là, qui est la plus flagrante. Là. Il peut y avoir d'autres détails et ça figure dans les annexes du guide, notamment les exemples. Donc, ça, c'est bon pour ces trois points-là. L'autre point que je voulais stresser un peu, c'est les photos. Parce que, comme je vous dis, les photos, il y a un travail qui a été fait, mais nous, étant donné que ça part en données ouvertes, il faut faire bien attention avec les photos qu'on rend disponibles à tous, hein, qui circulent après librement. Donc, nous, il y a comme un intérêt particulier à avoir des photos qui sont exemptes de visage
exemple de plaque, donc un côté anonyme à la photo qu'on veut conserver. Fait que soyez attentifs à ça, même vos visages, les visages des techniciens, là, on essaie d'éviter le plus possible. Et on veut toujours, par marqueur, 2 photos, un plan rapproché, un plan éloigné, mais ça, bon, vous êtes assez familier avec ça pour la plupart. Puis sinon, c'est assez simple et bien expliqué dans le guide. Mais le côté anonyme, très important. Donc, ensuite de ça, on va tomber dans les principes et méthodes spécifiques. Pour les niveaux, niveau maximum, niveau actuel, je veux rappeler qu'on privilégie les niveaux maximum. C'est la donnée qu'on souhaite obtenir le plus. Hein. C'est vraiment notre leitmotiv, c'est les maximums de niveaux pour une inondation de données. Toutefois, des fois, les maximums ne sont pas disponibles. On n'a pas de délaissé ou il n'est pas encore atteint et on a des niveaux actuels. Les niveaux actuels, c'est intéressant aussi. Hein? Moins que des maximums, mais c'est intéressant. Toutefois, il faut faire attention. Là, on a des exemples de niveaux actuels sur la figure, mais bien entendu, on ne s'attend pas à avoir 5 niveaux actuels à 5 moments différents, étant donné que ce n'est pas nécessairement notre préoccupation première. De voir l'évolution de la crue, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le pic de crue. Donc, un niveau actuel, lorsque disponible, oui, mais 5, non. Donc, important de mentionner. Un rappel qu'on souhaite fixer les marqueurs pour que la bordure inférieure du marqueur, exemple un clou, soit positionnée sur le niveau supérieur de la marque. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on applique à toutes les marques, sauf une. À toutes les mesures, sauf une. On va y arriver tout à l'heure. Je vous le dis tout de suite, c'est les cicatrices glaciales. C'est le contraire. Hein? Ça peut être mélangeant, mais on va voir pourquoi. Jérémy, hein, si tu veux intervenir, pas de problème. Tu as tous les droits de rajouter des compléments. Lorsqu'on documente un niveau maximum, comme je le disais, s'il y a des niveaux actuels qui sont mesurés, qui sont observés en même temps, donc on a un niveau maximum, on voit aussi le niveau d'eau est descendu, on a notre niveau maximum. Juste en dessous, on a le niveau actuel ou des traces de niveau intermédiaire. Sans le marquer, sans rajouter une marque, on peut le documenter dans les informations contextuelles. En fait, on souhaiterait le documenter. Fait que ça, c'est aussi un point que je voulais souligner comme important. On a un exemple ici là, dans le guide directement. OK, on tombe dans les embarques de glace. Les embarques de glace. Les embarques de glace, qu'est-ce qu'on veut documenter? Quand on documente une embarque de glace, ce qui nous intéresse, c'est sa localisation dans l'espace. Beaucoup. Okay? Je parle pour la mesure embarque de glace. Quand il y a un embarque sur le territoire, ce qu'on s'intéresse, c'est elle commence où, elle finit où, et qu'est-ce que la glace a l'air entre son pied et sa tête. Okay? Ça, c'est ce qui nous intéresse avec l'embarque. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est les niveaux d'eau associés. Donc, si je documente une embarque et qu'il y a de l'inondation dans la plaine, je veux prioriser les niveaux d'eau atteints. Puis pour ça, c'est des marques de niveau comme on les connaît. Mais toutefois, pour nous, les embarques sont intéressantes. On a déjà un historique de documentation d'embarques qui est ponctuel. On ajoute une dimension spatiale où on vient cadrer l'embarque, hein, où elle commence, où elle finit, qu'est-ce qu'elle a l'air. Donc, c'est la particularité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les mesures embarques viennent en complémentarité des mesures de niveau d'eau. Donc, ça, c'est important à mentionner. Donc, on priorise les niveaux et on documente l'embarque lorsque possible et lorsque sécuritaire. L'embarque, les points, ils ne sont pas arpentés parce que, bon, on n'est pas à 2,5 cm près de délimiter une embarque. On s'entend, là. Ce n'est pas les niveaux d'eau qu'on documente quand on documente l'embarque, c'est sa position. Donc, on veut documenter son pied, sa tête et des points intermédiaires lorsqu'accessibles et sécuritaires pour aller voir la glace, l'état de la glace sur la rivière, sa rugosité, la grosseur des blocs, est-elle lisse, est-elle. Donc, on peut documenter ponctuellement l'embarque, surtout son linéaire. Voilà. Ensuite, il en reste juste 2, puis après, on finit avec le tableur. Donc, c'est ça. Tête de l'embarque, quai de l'embarque, profil de l'embarque qui sont des points intermédiaires. Donc, ce qu'on veut représenter, c'est la texture, la continuité, quel type de glace entre le pied et la tête. Donc, ça, on peut en faire plusieurs lorsqu'accessible.
Voilà. Ça, c'est un bon exemple. Là. Je ne sais pas qui a pris cette photo-là, mais c'est un bon exemple à ne pas faire. Ça fait des belles photos, mais être debout sur un embarque, c'est non. Quand on parle de sécurité, j'ai même le goût de l'enlever des fois. Ce n'est pas un très bon exemple de choses sécuritaires à faire lorsqu'on documente un embarque. Cicatrice glaciale. Un point que je veux dire par rapport à la cicatrice glaciale, premièrement, ce qu'elle nous permet de faire, c'est documenter un niveau d'eau. Au même titre qu'une délaissée, c'est une trace qu'on souhaite être représentatif, entre autres, d'un niveau d'eau, surtout d'un niveau d'eau. Et étant donné que la glace, ça flotte et plein de considérants, pour ce marqueur-là en particulier, le marqueur, on pose sa bordure inférieure sur la limite inférieure. Donc, c'est le contraire de n'importe quel délaissé. Donc, le clou, par exemple, je le mets sur la limite inférieure de la cicatrice, qui est plus représentatif du niveau d'eau. Donc, ça, c'est à retenir. Fait qu'un exemple ici, on voit le X, c'est sur la bordure inférieure. Mur de cisaillement, là, je vous épargne c'est quoi, je vous laisse aller lire par rapport à ça. Mur de cisaillement, c'est des murs de glace. Idéalement, on veut marquer un support qui est dans le mur de cisaillement. Tu sais, le cas parfait, c'est le mur de cisaillement, il y a un arbre au milieu, on peut mettre le marqueur sur l'arbre. Si ça n'arrive pas, il y a d'autres façons de faire qui sont écrites dans le guide. Mais bien entendu, ça a été dit par Jérémy plusieurs fois, on ne met pas un marqueur sur un mur de cisaillement qui fond. Parce que, bon, on le perd. C'est ça. Voilà. Petit bloc de glace, il n'y en a pas pour l'instant, mais ça va être une section à ajouter ultérieurement au guide. Fait que voilà pour le guide. Là, je ne veux pas m'éterniser, je veux le laisser le plus de temps possible pour les questions. Chacun des éléments que j'ai présentés, puis qui sont présentés dans la formation, puis que vous connaissez sûrement déjà, c'est un onglet dans le tableur. Donc, le tableur, vous l'avez vu au fil des années, ceux que ça fait longtemps qu'ils en font, il a évolué. Il y a une section pour le marquage. Ça vous est dévolu à vous. Puis il y a une section par la suite qui va être remplie par l'arpenteur. Et ensuite, ça finit en livrable final de notre côté. Donc, les niveaux, les embarques, les murs de cisaillement, les cicatrices. Fait que voilà. Est-ce que vous voyez encore mon écran? C'est bon? J'avais perdu ma petite ligne verte autour. Je trouvais ça. OK. Y a-t-il des questions? On est-tu rendu là? J'avais-tu un autre diapo? Non, question. Question, commentaire? C'est clair? Peut-être je peux rajouter en ce qui concerne ces tableurs-là, une des intentions qu'on a pour faciliter le remplissage et surtout l'homogénéisation des arguments, ce serait de faire des listes déroulantes. Ouais. Donc, on a déjà les choix là, qui sont listés. En fait, le tableur il vient avec une notice, un premier onglet, sur lequel on vient définir un petit peu c'est quoi les arguments qu'on peut trouver dans chacun des champs. Mais là, on aimerait bien trouver le temps de transposer ça en liste directement dans le tableur. Comme ça, vous auriez juste à scroller down pour trouver la bonne option et faciliter le remplissage. Mais c'est un bon point. Nous aussi, je vous le dis, on ne souhaite pas uniformiser à la fin. Fait que nous aussi, c'est une question de temps. Là. On aurait aimé l'implanter. Si vous souhaitez l'implanter à votre niveau, c'est bien aussi. Ça assure l'uniformité et ça sert à tout le monde au final. Dans tous les cas, nous, avant de mettre ça sur Données Québec, il y a des étapes, on va dire, d'uniformisation et de lissage qui sont déjà prévues. Mais idéalement, ça se fait en amont, bien entendu. Pas de commentaires? Il n'y a pas d'autres éléments. J'ai Catherine Frézel qui dit qu'il y a potentiellement un formulaire tablette disponible. Si vous avez des outils à l'intérieur du réseau, nous on vous laisse aller. Le dossier a été poussé à Géofluence, oui. Mais voilà, on va voir un petit peu comment on peut introduire ça dans nos outils. Puis bon, un petit sneak peek aussi dans notre volonté future, c'est oui d'étendre ces mandats-là, idéalement peut-être à un mandat plus gouvernemental, mais ça demande de vendre notre salade, de vendre notre donnée.
mais c'est aussi de moderniser la façon qu'on procède. Fichier Excel, bon, on commence comme ça, mais bien entendu, là, on veut se détacher là, de ces processus-là. Mais ça demande à mettre en place des structures là, au niveau du ministère qui prennent un certain temps à se mettre en place. J'imagine que Sapiens, c'est toujours en... C'est ça. C'est ça. C'est des bases de données, des façons de remplir ça interactivement. Mais bon, c'est ça. On est dans ces projets-là. Puis les projets informatiques, ça a toujours un certain temps à se mettre en place et à atterrir. Là. Vous aurez des nouvelles en temps et lieu, là, mais dans des futurs appels d'offres, c'est possibilité que les outils changent. Finalement, s'il n'y a pas de nouveaux éléments, nouvelles questions vis-à-vis de ce mandat, des méthodes présentées, des outils, où y accéder. Il y a aussi des informations qui ont été transmises à votre direction en ce qui concerne les procédures de facturation, comment ça va se passer. Donc, tout ça, c'est déjà discuté. Et puis, pour les procédures, on verra en temps et lieu. Moi, c'est certain que en cas de demande de stand-by ou de déploiement, on s'assurera ici au ROBVQ d'apporter l'appui, soit en termes de formation, soit en termes d'utilisation des outils, soit en termes de méthode d'approche pour votre documentation, si vous êtes nouveau ou nouvelle dans le mandat, pour que ça se fasse le plus fluide possible et facilement pour vous. C'est bon. Dans ce cas, merci beaucoup. Au plaisir. Puis on se souhaite des inondations, mais pas trop. Comme à chaque année, tu peux. Des petites. On verra. Au moins pour redonner la méthode. Le moins possible, mais voilà. Bon, a priori, ça s'enligne comme une fonte sereine. On a une belle fonte graduelle, mais on a dit ça par le passé. Fait que, moi, je ne m'engage pas. Super. Merci. C'est ça. Merci à vous. Merci tout le monde pour votre participation. Merci à vous, Jean-Philippe et Sandra, pour votre présentation. Je pense que ça a amené tous les éléments contextuels. On se rappelle, vous gardez toujours le lien d'accès au Drive sous la main, là, pour pouvoir prendre connaissance du contenu du Drive, surtout de la vidéo. Hein. Mettez-vous là en fond sonore à un moment ou à un autre. Vous pourrez, comme ça, vous aurez... Ça va aiguiser votre curiosité, votre compréhension globale du mandat et des approches. Tout est là. Des questions, n'hésitez pas. Si vous en avez à m'adresser ou adresser au ROBVQ, on essaiera d'y répondre au mieux de notre capacité. Sur ce, merci tout le monde. Merci. Belle journée. Merci. Belle semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.